Rachel Silveira, bonjour. Vous êtes très sollicité et très mobilisé à l'occasion de ce 8 mars 2021 pour la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Merci de nous accorder un peu de temps, merci d'accorder du temps à travailler au futur. Vous êtes économiste, je le rappelle, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre et co-directrice du réseau de recherche MAGE, qui est Marché du travail et genre. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur les enjeux d'égalité professionnelle et de revenus entre les femmes et les hommes. Je ne citerai que les trois derniers. Vous avez co-dirigé Le genre au travail, recherche féministe et lutte de femmes, paru en février aux éditions Sileps. Vous avez également coécrit avec les syndicalistes Sophie Binet et Maryse Dumas, Féministes, la CGT, les femmes, leur travail et l'action syndicale aux éditions de l'Atelier. Et vous êtes également l'autrice de Un quart en moins, des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaire. Je crois que c'est aux éditions de La Découverte. Pour ce 8 mars 2021, près d'une quarantaine d'organisations, les syndicats CGT, FSU, Solidaires, appellent à une journée de grève féministe des premières de Corvée. Les femmes sont ainsi appelées à cesser le travail professionnel comme domestique le 8 mars, avec en point d'orgue 15h40, heure à partir de laquelle les femmes travaillent sans être payées si l'on prend en compte l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Vous soutenez cette initiative. Quel est le sens de cet appel à la grève selon vous? Merci et merci pour cette invitation, pour ce jour qui marque un peu les esprits maintenant, ce 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes, comme vous l'avez rappelé. Je trouve important qu'il soit cette année sous l'angle de ces premières de corvée. Alors, c'était un jeu de mots, un petit clin d'œil à notre gouvernement qui avait en son temps parlé des premiers de cordée, qu'on avait féminisé ensuite en parlant des premières de cordée, euh, pour souligner les femmes d'en haut, hein, qui allaient permettre finalement de redresser notre économie, de tirer l'économie grâce à leur performance. Et donc, cette image des premières de corvée, c'est pour souligner, au contraire, que l'ensemble des femmes qui vont se mobiliser aujourd'hui, ce sont celles qui subissent les effets de la crise que l'on traverse aujourd'hui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, on y reviendra. Bien avant ces premières de corvée, eh bien, ce sont toutes ces femmes qui travaillent depuis fort longtemps, qu'elles soient infirmières, aides-soignantes, qu'elles travaillent dans l'aide à domicile, et elles sont de plus en plus nombreuses dans ce secteur, ou encore qu'elles s'occupent de nos petits, nos chers bambins, assistantes maternelles, puéricultrices ou auxiliaires de puériculture, pardon, éducatrices de jeunes enfants dans les crèches, profs d'école, que sais-je encore, j'en oublie évidemment, les caissières, parlons-en, ou encore les agentes d'entretien, une masse colossale de femmes dans des professions ô combien essentielles. Euh, Moi, je voudrais souligner ce paradoxe, c'est ce que je retiens de ce 8 mars, c'est que on a d'un côté ces métiers essentiels dont on a beaucoup parlé, notamment il y a un an, qu'on l'on a applaudi, et pour qui les rémunérations, puisque c'est ça l'objet du 8 mars, les rémunérations sont si faibles. Elles sont, dans la plupart des métiers dont je viens de parler, elles sont proches du SMIC horaire, ou légèrement mieux quand elles sont infirmières et enseignantes, mais on est en dessous des salaires moyens. Et ce paradoxe, c'est que leur utilité sociale est élevée, mais comme ce sont des métiers très féminisés, eh bien, on a de façon structurelle euh, négocié, accepté qu'ils soient dévalorisés parce que féminins, comme si il s'agissait de faux métiers, mais juste le prolongement finalement des activités domestiques, soigner, accompagner, servir, nettoyer, éduquer.
je ne sais pas quoi d'autre. Ce sont des fonctions si naturelles quand on est femme, n'est-ce pas? Et donc, pourquoi les rémunérer à leur juste valeur? C'est ça pour moi l'un des enjeux principaux de ce 8 mars-là, de cette année. Dans l'entretien que vous nous avez accordé pour le numéro 2 de Travailler au futur, qui était consacré au travail des femmes, au travail au féminin, vous rappeliez combien le féminisme, je reprends votre formule, passe par le travail. Alors, depuis cet entretien, on a tous vécu pratiquement là maintenant un an ouais, un an, presque plus d'un an de pandémie. Euh, et voilà, toutes les enquêtes, tous les indicateurs semblent montrer une aggravation des inégalités femmes-hommes. Euh, alors voilà, je voulais un peu avoir votre regard sur cette situation. En gros, voilà, c'est quoi les nouvelles du front sur le combat contre les inégalités? Alors c'est amusant que vous parliez du front, et du combat. Ces termes guerriers, on les aime pas forcément nous les féministes, quoique bon, on pourrait en discuter. C'est vrai que cette crise a révélé, ces inégalités et les ont même accrues, hein. On peut le constater sur un tas de domaines. Heu, alors, bah, déjà, les premières de corvée dont on vient de parler, heu, alors je ne sais pas si on continue avec, cette terminologie, guerrière. Derrière, en tout cas de lutte, quoi, de lutte, ouais. Elles ont été au front, elles ont pas cessé le boulot une minute et il y a eu, pas mal d'enquêtes. Je pense à celle de l'INED, mais aussi à celle qu'a menée l'UGICT. C'est intéressant parce qu'il y avait 34 000, répondants à l'enquête en pleine crise covid et en plein confinement et on voit qu'il y a, L'enquête était sur le télétravail. aussi, mais pas seulement. Il y avait justement une partie déjà sur, bah, tous ceux et surtout celles qui ont continué à travailler malgré le confinement. Eh bien, justement, ce sont ces premières de corvée. Il y avait une majorité de femmes, plutôt dans les catégories populaires, des employés, heu qui étaient totalement invisibles et est ce qu'elles nous disent, elles, c'est qu'elles allaient bosser la boule au ventre, hein. Donc ça, il y a déjà cette première caractéristique, c'est de d'avoir continué à bosser pendant que d'autres, effectivement, ont pu, et vive la technologie, télétravailler, maintenir une large partie, des activités, tout en restant, à leur domicile et là aussi, le télétravail n'a pas été sans conséquence, du point de vue, de l'égalité femmes-hommes. Alors, bien sûr, en général, ce qui se passe pour les unes, ça se passe aussi pour les autres, mais c'est toujours amplifié. Et en l'occurrence, sur le télétravail, les enquêtes de l'INED ou l'enquête de l'UGIC dont on parlait ont bien montré que pour les femmes, ça a été à l'origine de stress, euh, de situations extrêmement difficiles, notamment pour les femmes, parce que déjà, pour bon nombre d'entre elles, mères d'enfants, eh bien, il a fallu, puisque les écoles ont fermé, assurer le suivi scolaire, poursuivre ses activités professionnelles avec des tâches domestiques qui ont décuplé, puisque pas de cantine le midi, etc., etc. Donc, résultat des courses, dans l'enquête UGICT, on note que pour presque, oui, plus de 40% de femmes, beaucoup moins d'hommes, il y a eu plus de 4 heures de tâches domestiques par jour. Ouais. Des témoignages attestent de femmes qui se mettent à leur boulot professionnel la nuit pendant ce confinement. Donc vraiment des tensions, heu, qui se résument par le fait que la détresse était décuplée, pour les femmes, des risques de burn-out. À mon avis, on n'a pas encore vu toutes, comment dire? Les effets de ce point de vue-là, pour les télétravailleuses et les télétravailleurs, de la crise et je rajouterais une autre dimension, heu, qui se croise avec la dimension sociale, c'est que, pour les femmes, notamment parce que parmi les télétravailleuses, il y avait beaucoup de secrétaires, de personnel administratif, pas que des cadres, hein. Eh bien, heu, la plupart des femmes n'avaient pas de lieu de travail dédié, n'ont pas travaillé au calme. Vous vous rendez compte? Beaucoup d'entre elles, l'image, ça a été monsieur est dans la chambre,
heu parce que lui, son boulot, oh là là, il faut du calme pour lui et madame travaillait dans le salon, voire dans la cuisine avec les gamins à côté, avec un œil sur le travail domestique, le suivi scolaire et un œil sur leur boulot. Donc bon voilà, ça suffit comme image et représentation, pas d'espace à soi, hein. Ça sera la nouvelle revendication après la chambre à soi, pour pouvoir télétravailler dans l'avenir, si on maintient, comme beaucoup d'entreprises semblent le souhaiter, des formes de télétravail. C'est un vrai sujet bien révélé par la crise. Je rajouterais, si vous le permettez, une autre Oui, dimension, des conséquences de la crise, c'est la précarité. Ce sont des éléments qu'on ne voit pas. Moi, je suis économiste et j'ai essayé, de trouver des chiffres sur quelle est la part et puis on n'arrête pas de me le demander, combien de femmes sont touchées directement en termes d'emploi et de chômage par la crise? Est-ce que, les effets vont être plus forts du point de vue des femmes? Eh bien, on ne le sait pas encore. On n'a pas de données sexuées, même sur le chômage partiel. d'accord. J'arrête pas de le demander, peut-être qu'on va m'entendre. Quel est le nombre de femmes concernées par le chômage partiel? Mais ce qu'on sait de façon indirecte, c'est que, à la différence de la crise de 2008, les femmes vont être beaucoup plus touchées par cette crise-ci parce que les secteurs atteints les concernent davantage. Hôtels, restauration, petits commerces de détail, heu, tourisme, elles sont très nombreuses et puis elles avaient des petits boulots précaires, eh bien, elles les ont plus. Je pense aussi aux étudiantes qui sont Oui. plus nombreuses que les étudiants. Eh bien, tout cela va avoir une incidence plus tard en France parce qu'heureusement, le chômage partiel joue encore un certain filet de sécurité. Pour le coup, il faut, comment dire, souligner ce qui marche, hein, et heureusement, à la différence de 2008, on a ce filet de sécurité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire 100 de son salaire, donc des pertes de salaire, mais tout de même un certain maintien d'activité qui masque les vraies conséquences futures, heu, sur des effets de la crise. Mmh. Alors justement, dans un texte, commun à plusieurs syndicats, je crois la CGT, la FSU, Solidaires, je crois cette semaine, non, la semaine dernière, mercredi dernier, ces syndicats, soulignent estiment que, la réduction des inégalités femmes-hommes est un levier indispensable pour la sortie de crise. Et voilà, je voudrais venir à une question un peu sur justement cette sortie de crise. Les solutions, hem, comment pour une sortie de cette crise pandémique, et cette crise économique, hein, maintenant, heu, c'est quoi selon vous, voilà, les priorités, les mesures, prioritaires, pour que cette sortie de crise se traduise pas, comme on peut le craindre et comme vous le craignez, par une aggravation des inégalités, mais plus par une réduction, en tout cas voilà, prendre la direction de réduction des inégalités avec cette sortie de crise. Alors, je crois qu'il est d'abord essentiel justement de souligner qu'on ne peut pas mettre en place des dispositifs sans regarder leurs effets, sur, les femmes et les hommes et sans prendre en compte cette dimension. Donc je sais que, par exemple, alors c'est pas dans la déclaration dont vous parliez, syndicale, mais le Haut Conseil à l'égalité, heu, demande qu'il y ait des égales conditions, c'est-à-dire que les aides attribuées aux entreprises soient conditionnées au respect minimum de l'égalité. C'est une bonne idée, sauf que s'il s'agit pour ces entreprises, donner un index égalité dont vous avez peut-être entendu parler puisque c'est le nouvel outil développé par le gouvernement, heu et bien, là, on va aller droit dans le mur. L'index égalité, il y a 90 des entreprises qui ont eu une très bonne note. Mmh. Mmh. J'ai lu très récemment une enquête, je crois qu'elle est à l'échelle mondiale, qui place la France maintenant tout en haut des, entreprises qui, ont les meilleurs résultats en matière d'égalité femmes-hommes. Pourquoi? Beh, parce que leur index est excellent. Donc voilà, on a pris un thermomètre qui est complètement cassé, heu et on pense qu'avec ça, on révèle que, ben, en France, on est très bon. L'index,
Ça fait partie justement des revendications syndicales, de toutes les organisations syndicales, parce que là, au-delà de l'appel à la grève, cette déclaration du 4 mars, je crois, Oui. eh bien, est signée par toutes les organisations syndicales. C'est pas rien dans le contexte actuel euh, des tensions syndicales. Donc, eh bien, ce texte dit qu'il faut revisiter cet index. Alors moi, je suis encore plus radicale. Je pense qu'il est archi nul. Mais il est hors de question que l'on donne de la France l'image d'un pays où l'égalité salariale est réglée. C'est ce que cet indicateur, cet index laisse à croire. Et pour le gouvernement, le seul sujet, s'il en reste un, c'est la place des femmes parmi les dirigeantes dans les plus hautes rémunérations. On revient à nos premières de cordée. Si c'est ça l'égalité, moi, je vous le dis tout net, je n'en veux pas et je continuerai à me battre pour dire attention, l'index, ce n'est pas le bon indicateur. En revanche, pour moi, s'il y a une seule mesure à développer, c'est la question de revaloriser les emplois ultra féminisés dont on a parlé. C'est ça le vrai sujet. Pour les revaloriser, il faut réouvrir, enfin, je dirais ouvrir tout court, des vraies négociations transparente, loyale, dans les classifications professionnelles, parce que c'est là que se jouent ces dévalorisations dans tous les secteurs féminisés. Et là, l'État, en tant qu'employeur, a un rôle colossal à jouer. Et ce n'est pas le seul Ségur de la santé qui offre une bonne réponse. Ce n'est pas avec une prime que l'on va régler des inégalités structurelles. Donc ça me paraît le sujet numéro un, avec le deuxième, c'est la fin de la précarité. On a une loi qui limite le temps partiel. C'est pas vrai. Aujourd'hui, la précarité se conjugue au féminin et se développe. Donc, il faut mettre le paquet là-dessus. Et puis, je rajouterai enfin que cette déclaration et même dans l'appel du 8 mars s'oriente aussi sur la fin des violences au travail, mais aussi des violences dans la vie, des violences sexistes et sexuelles, et notamment les violences conjugales. C'est aussi un sujet syndical parce qu'il est temps que les employeurs prennent leur part de responsabilité et qu'il y ait la ratification de cette nouvelle convention OIT, la 190. Et donc, c'est une occasion aussi de le rappeler, de montrer que c'est aussi un combat syndical. On l'oublie bien souvent. Merci beaucoup. Écoutez, Rachel Silvera, je crois qu'on a fait un bon tour des enjeux de ce 8 mars. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Et puis, je veux rappeler, parce que j'ai trouvé beaucoup d'informations, votre site, hein, où on peut voir une belle partie de vos travaux. Donc, c'est rachelsilvera, tout en minuscule.org. Ben voilà, j'invite nos spectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs à s'y rendre pour voir vos travaux. Merci beaucoup, Rachel. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, comment on fait pour Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais. Hop. OK.